Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube et en podcast avec Victoria. Victoria a préparé pas mal de petites questions à me poser parce que peut-être que tu l'as suivi ou non, mais ce week-end, j'ai fait une compétition de force athlétique au moment où on enregistre cette vidéo. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup pensé à me poser plein de questions sur mon ressenti, mon mindset, mes nouveaux objectifs, comment j'ai géré ma préparation, le jour J. Enfin voilà, le but c'est vraiment d'avoir un podcast un petit peu centré sur mon expérience, certes, mais je pense que ça pourra potentiellement en aider beaucoup, voire même beaucoup de personnes pourront même se reconnaître et c'est sincèrement l'objectif parce que je pense pas être un cas isolé vis-à-vis de comment se fixer des objectifs, comment atteindre tel ou tel, on va dire niveau de performance ou mindset justement vis-à-vis de la performance. Donc on espère sincèrement que cet épisode va vous plaire, va vous intéresser surtout. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les questions de Victoria. Si jamais tu ne le sais pas, Victoria, c'est ma collaboratrice avec qui je travaille depuis plus de 2 ans maintenant. Elle m'accompagne beaucoup dans mes suivis à proposer un service toujours plus qualitatif, à avoir une double expertise pour chaque prise en charge. Mais c'est aussi quelqu'un qui fait le même sport que moi, qui a à peu près les mêmes objectifs que moi. Donc on se ressemble aussi beaucoup sur plein d'aspects. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse créer une discussion à deux, mais dans laquelle tu pourras évidemment te reconnaître. Donc voilà, c'était juste une petite présentation de Victoria si jamais tu es nouveau ici ou que tu ne me connais pas. D'ailleurs, si jamais ce n'est pas le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Et là, on peut vraiment commencer. Du coup, le podcast va être en trois temps. Tu vas avoir des questions sur le post-compétition, sur la récupération et les objectifs. Et après, tu as juste quelques questions bonus. Bon, on va commencer du coup avec le post-compétition. La première question que je vais te poser, c'est, même quand tout s'est bien passé, qu'est-ce que tu ressens juste après une compétition? En vrai, un peu une sorte de soulagement, dans le sens où la préparation, dans tous les cas, vu que je ressens quand même du stress, peu importe les objectifs que je me fixe, peu importe ce que je peux ressentir, ça reste quand même une période où je me suis beaucoup investie, où j'ai beaucoup pensé à ça pendant très longtemps. Du coup, en post-compétition, j'avoue que je ressens un petit peu une sorte de soulagement de me dire, ok, là c'est bon, c'est fini, c'est passé. Mais après, il y a aussi une sorte de satisfaction. Donc c'est vraiment le mélange pile entre les deux dans le sens où je suis contente d'être allée au bout et de d'avoir tout donné et en même temps je suis contente que ce soit fini parce que en fait c'est fatigant une préparation autant physiquement que mentalement donc il faut savoir un petit peu tout cycler et c'est vrai que je ressens ça vraiment dès la fin de la compétition que ça fait du bien que ce soit passé mais c'était génial de le vivre aussi du coup un peu les deux quoi. Et par exemple, là, je vais te prendre l'exemple de la compétition que tu as effectuée. Tu as passé 120 kilos au squat. Ok. Ouais. Ça a été validé dans un premier temps. Et du coup, après, il y a eu une invalidation au niveau du jury. Et en fait, qu'est-ce que tu fais, par exemple, au niveau de la compétition, quand il y a un objectif que tu voulais n'a pas été atteint? Qu'est-ce que tu fais pour pas te laisser abattre, on va dire, pour pas penser qu'au négatif? Qu'est-ce que tu fais généralement? Alors déjà, vis-à-vis de mes dernières séances avant la compétition, je pensais jamais que j'aurais un bon état de forme pour mettre 120 en troisième barre. Donc déjà que je sois en forme le jour J, j'étais trop contente qu'elle soit passée, j'étais trop contente. Moi, j'ai pas vu tout de suite que la barre a été invalidée parce que je l'ai pas entendu. Enfin, je pense que ça n'a pas été dit au micro parce que même la personne qui gérait mon match, on l'a pas entendu. Et c'est après mon squat, quand je vais dans les gradins, que je vais voir mes amis, ils me disent Oh Fanny, on est dégoûté, ta troisième barre, elle était invalidée et tout. Et puis moi, je pensais vraiment que c'était une blague un peu pas drôle certes, mais une blague. Et en fait, je voyais qu'il démordait pas et que vraiment il me regardait avec un air vraiment dégoûté. Je me suis dit non mais c'est pas possible, c'est pas vrai quand même. Et du coup, je suis allée sur le tableau de la feuille de match et là j'ai vu mon squat à 120 en rouge. Et là j'ai compris que du coup ça va pas, ça avait été vraiment invalidé. Et franchement sur le moment j'étais en mode ah, mais bon, en fait, je pouvais rien faire. On pouvait même pas aller contester ou quoi. Donc, en fait, juste, j'étais en mode, ok, moi, dans tous les cas, elle est passée. Cette barre-là, c'était la deuxième fois de ma vie que je la passais. En plus, sous un format un petit peu stressant, donc le format de compétition, plus des poids calibrés, etc., etc. En vrai, dans ma tête, j'étais en mode, pour moi, elle est passée. Et tant pis, je sais que, bon, dans tous les cas, je vise pas un total au niveau de la compétition, je visais vraiment de m'amuser, etc. Donc en fait, vu que j'avais pas forcément cet objectif-là d'atteindre un chiffre cible, ça m'a pas totalement cassé ma feuille de match prévue, ça m'a pas dégoûté de quoi que ce soit. J'étais un peu deg, mais étant donné qu'au squat, j'ai l'habitude d'avoir des problèmes d'amplitude, je savais un petit peu aussi à quoi m'attendre. Mais vu que la barre est quand même assez facilement passée et que j'ai trop aimé le moment où elle est passée, voire même après, en soi, moi je l'ai fêté cette barre à 120, j'étais trop contente jusqu'au moment où après 2-3
3 minutes après, je me rends compte qu'elle a été invalidée. Mais du coup, bon, ça fait un gros ascenseur émotionnel. Mais vu que je me suis détachée tout de suite du résultat final de la compétition et que je me suis juste dit, moi, de moi à moi, bah, en fait, la barre est passée, donc je suis trop contente. Bah, en vrai, après, je me suis juste focus sur le bench et j'ai un peu. Enfin, en fait, j'y ai pas pensé plus que ça. Et ça m'a pas du tout cassé mon match. Et j'ai vraiment scindé un petit peu ma compétition. Ma compétition, c'est 3 mouvements. C'est le squat, séparé du bench, séparé du deadlift. Et j'ai pas vu un petit peu le tout, même si en soi, le sport, c'est un sport où il faut faire le maximum de total et pas forcément le maximum sur un mouvement à proprement parler. Mais moi, j'ai fait cette compétition pour moi. J'ai pas fait ça pour la compétition ou pour me confronter à telle ou telle personne ou ci ou ça. Donc, de moi à moi, j'étais satisfaite et j'avais réussi mon objectif. Donc, à partir de là, je me suis pas plus pris la tête que ça. Ouais, comme tu avais pas un enjeu en particulier, bah forcément, tu avais beaucoup moins de stress, on va dire. Et du coup, tu as beaucoup pris, enfin, tu as pris plus de plaisir, on va dire, au niveau de ta compétition, quoi. Ouais, puis j'étais en confiance aussi. J'étais juste à côté de chez moi. J'étais pas du tout trop perdue dans mes repères. J'avais les mêmes personnes avec qui je m'entraînais qui étaient en face de moi ou à côté de moi. Enfin, franchement, pour le coup, j'étais vraiment dans une zone un petit peu de De confort. confort en quelque sorte. Enfin, en tout cas, j'étais rassurée et je savais que quoi qu'il se passerait, dans tous les cas, je passerais une bonne journée ou je ferai ce qu'il faudra faire et puis c'est tout. Donc, en fait, je me suis vraiment détachée un petit peu de l'enjeu de valider tel total, etc. Et je me suis dit, bah, en fait, là, va chercher ce que tu as à chercher. Ça passe tant mieux, ça passe pas tant pis, mais c'était l'objectif de base. Et on en a beaucoup parlé avec mon coach, justement, sur la dernière semaine de préparation où j'avais pas mes meilleurs entraînements. Mm. Et en fait, on s'est vraiment dit, l'objectif, c'est de prendre du plaisir. T'as rien à aller chercher. Amuse-toi. Et en fait, c'est exactement ce que je me suis dit. Et au squat, même ma première barre, j'étais pas du tout stressée. D'habitude, quand on arrive Ouais. sur le plateau et qu'on fait sa première barre, on a à la limite les jambes qui tremblent, on a du mal à prendre son souffle ou on a toujours peur de mal faire. Et en fait, là, moi, pas du tout. Je me suis sentie, mais vraiment, mais comme à l'entraînement. Et j'ai pas du tout pensé au monde autour, j'ai pas du tout pensé à trop de choses. En fait, j'étais là, j'étais en mode, bah, en fait, cette barre-là, je l'ai passée littéralement toutes les semaines depuis 2 mois. En fait, il y a aucune raison que ça passe pas et que ça se passe mal. Et j'ai vraiment pris mon temps à me placer, à respirer. Et j'ai fait ça, en fait, vu que j'avais des bons repères dès ma première barre, j'ai fait exactement pareil à la deuxième et j'ai fait exactement pareil à la troisième barre au squat. Et je pense que c'est pour ça que ça s'est aussi bien passé. Ok. Mm. C'est intéressant parce que je sais que moi, personnellement, tant que je passe pas ma première barre au squat en compétition, je suis full stressée. Tant que j'ai pas validé cette barre et que je suis pas dans la Bah, c'est pour compétition. ça qu'il faut avoir un opener vraiment très Ouais. facile, très maîtrisé. Moi, mon opener, c'était 107,5 au squat. Et en fait, si je l'avais passé le mercredi d'avant. Ma compétition, c'était le dimanche. Et c'était super, super bien passé. Donc, en fait, j'étais vraiment en confiance. Je me dis, OK, bah, mon opener, je l'ai maîtrisé il y a 4 jours. Pourquoi je le maîtriserai pas aujourd'hui? Je sais exactement quoi faire. Mes warm-ups se sont bien passés. Je me sentais en forme. J'avais pas mal au ventre, pas mal à la tête. J'avais pas trop de stress. J'étais bien hydratée. À partir de ce moment-là, enfin, faut juste déconnecter le cerveau et juste pousser, quoi. Accessoirement. Vraiment. Mais c'est intéressant parce que même le fait que ta barre n'a pas été validée, bah, ça t'a pas déconcentré sur la suite de ta compétition. Et c'est ce que tu disais juste avant. Enfin, une compétition, c'est squat, bench, deadlift, c'est pas que le squat. Il y a Mm. tout le derrière et ça t'a pas déconcentré. Donc en vrai, c'est intéressant. Non, ça m'a même motivée parce qu'en fait, vu comment ma 120 est passée, je savais du coup que j'étais en forme. Et vu que je Ouais. savais que j'étais en forme et que je m'étais pas poussée à fond au squat, je me suis dit, ok, je vais pouvoir m'amuser sur le deadlift, du coup. C'est vrai que t'avais encore Donc de la en fait, réserve. j'ai tout de suite switché en me disant, ok, bah là j'étais en forme, j'ai pas été ultra satisfaisante au niveau des standards, c'est de ma faute en soi. Bon, petit ascenseur émotionnel dans le sens où les jurys ont pas été très cool, sachant qu'en revoyant la vidéo, en vrai, c'était un petit peu dur, mais bon, enfin un petit peu une décision un petit peu injuste, pas injuste, mais enfin, j'ai pas envie de critiquer l'arbitrage parce qu'il y a des Ouais, tu standards comprends et pas je sais que je suis pourquoi. assez haute, Ouais, mais mais tu vois, il y a des standards qui sont validés et pour moi, personnellement, ça, c'est pas valide. Et des fois, c'est invalide alors que bah, le lift, il est complètement valide. Et des fois, je comprends pas la décision de l'arbitrage. oui, mais ça, enfin, entre guillemets, Mais c'est après, indépendant ouais. de mon pouvoir aussi. Donc, je me Mm. suis dit, OK, là, j'ai pas été irréprochable d'un point de vue ordre, etc. Enfin, d'un point de vue technique. C'est, entre guillemets, de ma faute. Oui, l'arbitrage était un petit peu plus sévère que ce que j'ai déjà pu connaître. Mais après, les standards aussi augmentent en termes de force, de niveau, de ce qui est attendu aussi des athlètes français, etc. Donc, je l'entends totalement. Il n'y a pas de souci. Enfin, je vais pas commencer à serrer le poing toute seule dans mon coin. Mais par contre, pour le coup, en fait, je me suis détachée tout de suite
suite de ça et je me suis dit, bah, dans tous les cas, là, j'ai passé 120 pour la deuxième fois de ma vie. J'étais dans un environnement en soi qui n'était pas le plus agréable pour moi, comme bah, d'habitude, j'aime bien m'entraîner un petit peu dans ma bulle, dans mon cocon. J'aime pas forcément qu'il y ait beaucoup de monde ou qu'il y ait beaucoup de bruit autour, etc. Et en fait, là, ça m'a pas du tout impacté. Et en plus, je sentais que j'étais en forme. Donc en fait, je me suis rabattue vraiment sur ce truc de je suis en forme. Donc là, je donne tout pour la suite. Ouais, mais c'est trop bien. Franchement, trop, trop bien. Pas mal. Bon, maintenant qu'on a parlé un peu de tes ressentis, on va dire, au niveau de la compétition, au niveau de tes émotions, et cetera, comment tu as appréhendé les choses, dans les jours qui suivent ta compétition, qu'est-ce que tu mets concrètement en place? Au niveau de ta nutrition, au niveau de ta récupération, qu'est-ce que tu mets vraiment pour pouvoir récupérer au mieux? Nutrition, j'ai rien changé. En OK. fait, vu que j'ai calibré ma nutrition pendant ma préparation, j'ai Bah, absolument rien changé. tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu as mis en place pour ta compétition, pour qu'on comprenne un petit peu plus? Ouais. J'ai mis en place une routine avec des repas très simples que j'étais sûre de bien digérer, que j'étais sûre qui me donnaient assez d'énergie, qui me rendaient, on va dire, confortable dans ma ceinture de force, etc. Donc j'ai vraiment actionné, on va dire, un travail de digestion, être sûre de bien digérer, être sûre de pas avoir trop de volume, d'être toujours avec un transit, une digestion vraiment stable. Ça, c'était vraiment mon objectif numéro un parce que je sais que ça peut m'impacter sur ma vision de moi-même. Déjà, si je suis trop ballonnée ou quoi, je sais que je me sens pas bien physiquement. Si je me sens pas bien physiquement, je vais arriver à la salle, je vais être dans un inconfort, je vais me sentir même pas belle ou enfin des choses comme ça. Mais du coup, c'est des pensées négatives et peu importe la pensée négative, ça en reste une. Donc ça peut avoir un impact sur la performance. Donc j'ai vraiment fait en sorte, voilà, de maximiser un petit peu tout mon confort personnel, physique, digestif, etc. Avec des aliments que je connaissais bien, qui me correspondaient bien en termes d'apport, de besoins, mais aussi de plaisir alimentaire. J'avais vraiment toute une petite routine comme ça. J'en parlerai dans ma vidéo dédiée justement à la compétition. Donc, je le répète, abonne-toi parce que je vais faire tout le débrief de ma compétition aussi d'un point de vue performance où tu pourras voir mes vidéos de mes lifts, où tu pourras vraiment voir ce que j'ai bu, ce que j'ai mangé le jour J. Donc, voilà, ça arrive. Mais pour le coup, ouais, vraiment, j'ai actionné toute une routine. J'ai pris des compléments alimentaires aussi de façon extrêmement régulière pour m'aider à récupérer, pour m'aider à obtenir justement tous mes apports parce que le fait de travailler une routine alimentaire, ça m'a aussi fait manger globalement la même chose tous les jours. Donc pour être sûr de manquer de rien, j'ai mis en place des complexes de vitamines, notamment en multivitamines, pour être sûr que quoi qu'il arrive, même si mes fruits et légumes n'étaient pas extrêmement variés pour épargner, on va dire, ma digestion, bah, en fait j'avais quand même mes minéraux et vitamines. Donc ça, c'est un petit peu les réflexes que j'ai eus. Après aussi, ce que j'ai essayé de mettre en place en post-compétition, c'est peut-être me dire, OK, bon bah là, t'as un petit peu moins d'objectifs, mais pour autant, c'est un off-season et c'est pendant le off-season que c'est là où tu vas te construire aussi. Du coup, en fait, j'ai essayé vraiment de calibrer les choses en me disant, OK, qu'est-ce qui va compter le plus là au niveau de ma récupération, au niveau de mes objectifs, prendre de la masse musculaire. Du coup, j'ai recalculé un petit peu tout. Bah, je t'ai demandé un petit peu d'analyser, on va dire, une journée type parfaite de mon côté, qu'est-ce que ce serait. Tu m'as proposé un petit peu un premier jet, là je suis en train de tester. Donc en fait, bah, en soi, je me suis entourée aussi, j'ai demandé un avis extérieur pour bien calibrer mon alimentation par rapport à mes objectifs et de récupération et de prise de masse musculaire, sans pour autant vouloir prendre du poids ou prendre vraiment, enfin changer physiquement à proprement parler, mais juste vraiment maximiser, on va dire, ma composition corporelle, mon énergie aussi, parce que je sais qu'une compétition et une préparation qui a duré quasiment 4 mois en soi de mon côté, ça m'a aussi fatiguée nerveusement, physiquement. J'ai enchaîné beaucoup de fréquences, très peu de volume, beaucoup d'intensité. Donc là, justement, je vais faire un petit peu tout le contraire au niveau de mes entraînements. Et pour autant, bah, mon corps, il doit bien récupérer. Je dois combler un petit peu les déficits que je peux avoir musculaires ou même bien régénérer mon système nerveux. Donc ça aussi, ça passe par l'alimentation et j'en ai pleinement conscience. Donc je vais garder tout ce qui fonctionnait de bien et je vais l'optimiser encore plus, tout simplement. Est-ce que tu as eu un petit peu le crash nerveux après la compétition? Parce que Pas du forcément, bah, tout. tu as le bleu ah ouais? Parce que je sais Pas que du tout. tu as eu 4 mois de prépa, sachant que de base, tu devais pas faire la compétition, ça s'est fait, sur un coup de Sur un coup tête. de tête. Donc du coup, tu avais terminé ta première re prépa avec ton coach où tu as fait tes max. Du coup, après, tu t'es reparti dans une prépa, donc tu as eu 2 pickings et tu Mm. pas eu de crash nerveux. Mais étonnamment, non. Je l'ai Et qu'est-ce remarqué qui fait peut-être un petit peu d'un point de vue concentration et mon OK. sommeil. J'étais plus difficilement concentrée et j'avais du mal à faire des grandes nuits de sommeil. Je me réveillais très tôt comparé à d'habitude. Je m'endormais de plus en plus tard, donc je sentais que voilà, je commençais Ouais, un tu petit avais peu une à retirer sur sécrétion la de corde. ouais, tu avais une sécrétion de cortisol un peu plus élevée vers la fin, Je du coup. pense, OK. sincèrement. Après, moi, physiquement parlant, et que ce soit dans mes performances, dans ma mentalité ou autre, je l'ai pas du tout Du coup, ressenti. est-ce que tu penses que tu n'as pas eu ce crash nerveux, justement, avec tout ce que tu as mis en place avant?
tu penses? Évidemment. Bah oui, Ok. parce que j'ai déjà fait des post-compétitions. À noter que j'ai déjà fait, avant cette compétition du mois de janvier, j'avais fait déjà 4 compétitions. Et à chaque fois, mes post-compétitions étaient très difficiles à gérer, autant d'un point de vue alimentation que d'un point de vue nerveux, que d'un point de vue motivation, que d'un point de vue vraiment satisfaction en fait dans le sport. Mais du coup, qu'est-ce qui explique que cette compétition-là est totalement différente vis-à-vis des anciennes? Ça anticipe un petit peu la question bonus vers la fin, mais qu'est-ce qui fait que là, tu as beaucoup mieux vécu ta compétition, mieux géré le stress, mieux géré tes lifts, mieux géré le avant, le pendant, le après compétition que tes autres compétitions d'avant? Qu'est-ce qui Mais a j'ai changé? grandi, j'ai grandi. J'avais Oui, quoi? J'avais 22 ans quand j'ai fait mes premières ça va, t'as pas compètes. non plus 30 ans, cousine. Non, mais on va dire j'arrive proche des 25. Et non, surtout, je me suis tellement détachée de ce sport. En fait, je me détache des performances enfin, du maximum que je peux. Dans le sens où, oui, évidemment que si je fais une mauvaise séance, je vais pas forcément me sentir bien. Je vais peut-être me sentir plus faible ou je vais commencer à avoir plus de pensées négatives que quand je fais un bon entraînement. Mais je pense que ça, c'est humain et que c'est pas qu'une question de se mettre trop la pression ou quoi. Je pense qu'il faut toujours aussi avoir conscience de l'entre-deux de tout ça. Mais en gros, comment expliquer? Je, je ne me juge pas par rapport à mes performances et je ne détermine pas ma valeur de si je fais une bonne compétition ou si je fais une mauvaise compétition ou tout simplement, je sais que dans tous les cas, je n'ai pas du tout le niveau pour atteindre tel ou tel objectif. Donc en fait, la seule chose que je dois me prouver, c'est de moi à moi. Et en même temps, je sais que je suis beaucoup plus indulgente avec moi-même qu'il y a quelques années. Du coup, ce mix-là de tout ça fait que, en fait, ma relation au sport, elle est extrêmement saine et que je le fais pour les bonnes raisons et que si je me fixe un objectif, c'est pas pour me dégoûter de l'atteindre et que c'est pour m'en satisfaire du mieux que je peux et pour me challenger et pour me dépasser, mais pas pour m'auto-saboter ou aller m'épuiser ou chercher quelque chose que je ne veux même pas devenir parce que très sincèrement, avec mes ambitions professionnelles, mes envies de voyage ou tout mon quotidien, je me vois pas du tout être une athlète nationale ou internationale ou quoi. En fait, ça ne me correspondrait pas dans mes ambitions de vie, dans comment je vois les choses, dans mon équilibre personnel. Je me verrais pas du tout dédier la moitié de ma vie, on va dire, à un sport. C'est pas du tout ce que j'ai envie. Moi, j'ai envie d'être un petit peu partout et de me sentir bien, peu importe dans la situation dans laquelle je suis. Mais et pas du tout de me sentir enfermée dans quelque chose. Donc à partir de ce moment-là, une fois que j'ai compris ça et que je me suis déchargée, on va dire, de toute cette pression que je pouvais me mettre avant, notamment aussi en 2022, 2023, même un peu 2024, je pensais que mon travail était extrêmement lié aussi à mes Mm. performances. Dans le sens où si je ne m'entraînais pas ou si j'étais pas forte, je pensais que personne ne me contacterait, que j'aurais pas de nouveau suivi. Enfin, en fait, je mettais aussi ma valeur professionnelle dans mes performances. Chose que maintenant je ne fais plus du tout. Et en fait, que je passe une traction ou 10 tractions, en fait, mes compétences professionnelles sont exactement les mêmes. Que, je sais pas, moi, j'ai un taux de masse grasse de 30% ou de 25%, mes compétences professionnelles en soi sont les mêmes. Mais ça, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, à le comprendre et à m'enlever cette pression-là aussi des résultats personnels pour inspirer les autres, pour donner de la confiance aussi aux personnes qui attendent peut-être de me contacter ou je ne sais quoi. Et maintenant, en fait, pas que je m'en fiche, parce que non, c'est important quand même mon image et j'espère motiver un maximum de personnes. Ça, par contre, ça change pas. Mais par contre, je me mets plus la pression pour plaire à des personnes. C'est moi, j'essaye de me plaire d'abord à moi. Et si ça inspire, tant mieux. Mais c'est tout, en fait. Et je pense que ça fait toute la différence. Et tu me dis si tu es d'accord avec moi, mais également avant tes anciennes compétitions, il y avait un enjeu beaucoup plus important parce que le niveau n'était plus du tout le même qu'à l'heure actuelle. Et du coup, c'était beaucoup plus atteignable, on va dire, un certain niveau, notamment le niveau France. Et du coup, est-ce que tu penses que tes anciennes compétitions, comme tu pouvais atteindre ce niveau, tu te mettais beaucoup plus de pression? Et du coup, c'est ce qui a Ouais, également déclenché bien tous sûr. les aspects négatifs que tu as rencontrés vis-à-vis de la FA. J'ai fait une compétition une fois où j'ai fait un gros cut, où vraiment j'ai fait une préparation où j'étais stressée, j'ai essayé de tout surcontrôler, que ce soit mon alimentation, mes entraînements. Je me mettais une pression de fou, j'ai fait un très gros cut qui m'a extrêmement fatiguée, qui était à la limite du dangereux, très sincèrement. Et en fait, au final, pour rater ma compétition et pas atteindre les minima, parce que justement, je m'étais trop épuisée. Je me rappelle, après tous mes entraînements, je marchais 40 minutes, 50 minutes sur un tapis pour rester au poids parce qu'en fait ma catégorie n'était pas adaptée. J'ai fait un cut
presque de 4 kilos pour rentrer dans la KT. Et en fait, je suis arrivée à la compétition, j'étais tombée dans les pommes le matin même. Il fallait que, enfin, ça n'avait aucun sens. Enfin, techniquement parlant, musculairement parlant, enfin, rien n'était optimisé pour que je fasse les France. Mais vu que mon total se rapprochait à quelques kilos près en fait des minima, j'étais en mode, bah, en fait, là, il faut que je fasse le tout pour le tout. Et en plus, j'ai été entourée de personnes qui étaient aussi très fortes à l'époque. Et en fait, je pense que vu que moi j'avais ce manque de confiance en moi et que je voyais des gens très forts autour de moi, fallait que je me prouve à moi-même que je pouvais y arriver aussi. Je sais pas Ouais, et puis comment ça l'expliquer. alimentait également la comparaison aussi. Et des fois, c'est ce qu'on Ouais, dit je me souvent. comparais beaucoup, hein. Ouais, la comparaison, ça amène rien de bon. Enfin, vraiment. Ça dépend. Moi, je suis un peu mitigée avec cet avis. Si Ça on n'a pas dépend comment conscience tu de sa l'interprètes. valeur et qu'on se compare sans avoir conscience de tout ce qu'on a en soi, oui, la comparaison, elle est mauvaise. Par contre, si on a conscience de nos propres forces et qu'on se compare à au-dessus de nous pour nous motiver, pour nous booster, pour nous dépasser, pour moi, ça, c'est positif. Oui, mais Après, ça, ça oui, dépend. après, ça À quel dépend. niveau, à Ouais, quelle échelle. c'est ça dépend de la personne, à comment elle se compare vis-à-vis de la personne. Est-ce que c'est plus d'un point de vue ambition ou est-ce que c'est vraiment en mode très négatif? Et après, oui, comme tu l'as dit, ça dépend de la valeur que la personne elle a d'elle. Mm. Mais non, mais c'est intéressant. Mais oui, je suis d'accord le fait que, bah oui, tu as grandi entre les anciennes et cette compétition, mais en soi, pas tant que ça, hein. Je trouve qu'en fait, c'est plus ton approche vis-à-vis des entraînements et vis-à-vis de la performance que tu as énormément changé. Puis Puisque même là, l'année dernière, tu avais la j'aime même trop mes mentalité. entraînements. J'ai kiffé toute ma prépa, j'ai adoré le processus aussi. Et j'étais Ouais, pas c'est ça aussi. focalisée que sur le résultat. Et c'est marrant, j'ai écouté un podcast sur le sujet, comme quoi plus on est focalisé sur le résultat, donc moi à l'époque on va dire c'était faire les minima France, atteindre tel ou tel niveau, etc. En fait, j'étais focalisée que sur ce résultat. Et j'étais pas du tout focalisée sur apprécier le processus, de me voir progresser, de prendre du muscle, de m'amuser à l'entraînement. J'étais juste en mode, faut que je fasse ces barres-là, ces perfs-là, et c'est tout. Et en fait, là, c'est tout le contraire. J'étais en mode, je veux me lancer dans une prépa, je veux reprendre un coach, je veux m'investir à 100% dans quelque chose, et le résultat sera tel qu'il sera, en fonction de ma prépa, certes. Mais du coup, j'ai plus apprécié le processus que le résultat, et forcément, ça fait la différence. Je souris parce que ça me fait parce que moi, en gros, moi, j'ai la barre, tu sais, en tête au niveau du squat et du Mm. coup, je me mets tellement une pression vis-à-vis de cette barre et je veux tellement l'atteindre que du coup, moi, je n'apprécie pas le processus. Là, tout mon bloc d'entraînement, au lieu de prendre du plaisir, sachant que j'avais des nouveaux mouvements et cetera, je subissais tous mes séances d'entraînement parce que mon approche, elle est extrêmement mauvaise et c'est ce que tu C'est la disais. preuve, hein. Ouais, mais si ton mental, il est extrêmement mauvais, enfin, si ton approche vis-à-vis de ton entraînement est mauvais parce que ton objectif est mauvais, bah, du coup, tu vas moins apprécier le processus et du coup, bah, tu vas moins performer également. Alors que quand Ouais. j'étais beaucoup plus détachée, ah bah, ça fusait, hein. Mais en fait, c'est ça. Moi, là, je suis totalement détachée de mes performances. Oui, ça me tient à cœur parce que c'est clairement une passion et Oui, que ça te j'ai drive envie aussi. que les résultats soient proportionnels à ma passion, à mon investissement, certes. Mais en fait, je, en fait, vu que je saurais pas quoi faire d'autre si j'avais pas mes entraînements, si j'avais pas un petit peu tout ça, je suis juste tellement heureuse d'avoir un game plan, de m'y tenir, de me voir progresser petit à petit. Enfin, même si si j'enlève un petit peu le côté vraiment force, si je prends juste l'exemple aussi des tractions. En fait, Mais je suis ouais, arrivée avec mon nouveau coach, etc. Je lui dis, bah écoute, moi j'aimerais vraiment faire 5 tractions d'affilée avant la fin de l'année. 2 mois après, c'était fait, quoi. Et alors que ça et tu faisait pars de loin au niveau des des tractions, hein. années, mais des années que j'attendais ça. J'avais déjà passé 5 tractions d'affilée en novembre 2021, je m'en rappelle, mais j'avais 10 kilos de moins. Je faisais 10 kilos de moins et puis je m'entraînais beaucoup plus au niveau des tractions, etc. Alors que là, je repartais vraiment de zéro avec 10 kilos de plus. Et en fait, en 2 mois, j'ai retrouvé vraiment mon meilleur niveau sans avoir perdu de poids, sans m'être épuisée ou m'être dégoûtée, on va dire, des tractions. J'en faisais une fois par semaine, hein. Et Et comme quoi, même d'avoir un avis également extérieur, que ce soit un coach ou nous en tant que diète, si les gens apprennent des suivis ou autres, en fait, d'avoir un regard extérieur sur ce que l'on fait, bah, ça permet également de nous aider à voir les choses autrement. Moi, je sais quand je vais faire un retour extrêmement négatif à mon coach, ce qui arrive très souvent actuellement, il le va avoir pauvre, un regard. Kevin, on pense à toi. Ouais, cœur sur toi, le pauvre, vraiment. Mais il va avoir un regard extérieur et tout de suite, il va me remettre sur le droit chemin en mode, bah, ce que tu me dis, je l'entends, mais tu dis n'importe quoi. Ce que tu fais, c'est excellent, et cetera. Et en fait, d'avoir un regard extérieur, bah, en fait, ça nous remet, on va dire, sur les rails, quoi. Parce que des fois, on a Après, tendance à se si t'as pas dispatcher dans envie tous les sens. d'entendre le regard, le retour extérieur, tu l'entendras pas, hein.
Moi, pendant longtemps, Oui, hein, tu vois, j'ai eu des ouais. coachs et ils avaient beau me dire ça c'est bien, mais en fait pour moi c'était pas bien. Donc à partir du moment où pour moi c'était pas bien, mon coach il pouvait avoir tout l'impact du monde sur ma programmation, il pouvait avoir les meilleurs avis possibles. Si j'avais pas envie de l'entendre, j'avais vraiment pas envie de Ouais, l'entendre. Donc il mais y a ça aussi va. ça à prendre en compte. Ouais, mais ça va quand même être dans un coin de ta tête. Potentiellement, là, tout de suite, ça va pas faire écho, mais ça fera écho Plus tard, dans ouais. plus Mm, tard. mm, mm, La bien preuve en sûr. est, vis-à-vis, moi, au niveau du suivi, ça fait écho 1 an plus tard. C'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, je suis la diététicienne de Victoria depuis maintenant 1 an. Et ça fait 1 an que je lui rabâche plein de choses et qu'elle a compris la semaine dernière. Donc c'est pas grave. Moi, ça m'a beaucoup remis en question. En tout cas, j'ai pas forcément apprécié ce moment. Mais au moins, mieux vaut tard que jamais. Mais ça a fait, tu vois, c'était dans ma tête, mais ça a fait pop 1 an après. Mm. Mais ça fait Non, son effet. 1 an, c'est long. Mais après, Ouais. t'as été pas mal chamboulé aussi. Mais bref, le fait est que oui, se faire entourer et avoir un regard extérieur et avoir quelqu'un de compétent, hein, parce que bah, ton coach est compétent, mon coach est compétent, bah, nous, en tant que diététicienne, je me considère compétente. Donc en fait, tu es compétente aussi. Mais vraiment, quand on donne des conseils, c'est pas juste pour faire plaisir à la personne. Moi, si je dis à un patient, bah là, tu as perdu du tour de taille, je le vois au niveau de tes mensurations, au niveau de tes photos même ou là, je suis très fière de toi parce que ça. Je dis pas du tout ça à la personne pour lui faire plaisir. Enfin, moi, je Non. suis pas là Non. pour ça. Je considère pas du tout être là pour ça. S'il y a quelque chose qui va bien, je vais le dire. S'il y a quelque chose qui va pas, je vais le dire aussi. Je vais toujours trouver le positif dans plein de situations parce que il faut savoir voir le positif, mais je vais pas inventer le positif. Et je pense que tout bon professionnel, normalement, est capable de faire ça. Et je pense qu'on match aussi avec les personnes qui nous donnent un petit peu ce qu'on attend. Et moi, dans mon coaching, tu vois, j'attends pas qu'on me brosse dans le sens du poil, mais j'attends peut-être qu'on me rassure un petit peu des fois sur certains moments. Donc en fait, Jules, il va me mettre une séance un peu où je le regarde et je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas me faire faire? Et au final, j'y vais et je vais lui dire, mais en fait, maintenant, cet exercice, je l'aime trop et je me vois plus faire autrement parce que ça m'a apporté des résultats, parce que bah, ça m'a challengé et parce que enfin, on va dire, j'ai persévéré tout simplement. Donc c'est pareil pour tout, mais ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Le fait de s'entourer, ça fait vraiment la différence parce que je sais que jamais, mais au grand jamais, si j'étais auto-coachée par exemple, j'aurais fait une compétition ou Ouais. jamais j'aurais peut-être atteint ce niveau de performance-là aussi sainement que toute seule. Donc ouais, ça fait la diff. Ouais, je suis d'accord. Bon, maintenant qu'on a parlé un petit peu plus du post-compétition, on va parler un petit peu plus maintenant au niveau de la récupération. Et du coup, la première question, c'est quels sont les signaux que tu surveilles en priorité chez toi après une compétition? Ma fatigue. Mais là, j'avoue, je suis très fatiguée quand même. Mais après, j'ai fait aucun effort d'un point de vue sommeil, donc je peux pas en vouloir qu'à moi-même. Mais je regarde beaucoup ma fatigue. Mais non, en premier, pardon, je retire. Je regarde pas ma fatigue, c'est ma fatigue qui me regarde plutôt. Mais par contre, ce que je regarde, c'est ma motivation à l'entraînement. Est-ce que j'ai envie d'aller m'entraîner ou pas? Et ça, en fait, je sais que si j'ai pas envie d'aller m'entraîner ou si je suis démotivée, ça veut dire que j'ai trop tiré sur la corde et que j'ai vraiment besoin de me recentrer un petit peu, de prendre limite un peu de temps off, etc. Chose que j'ai absolument pas ressentie après cette compétition. Et je crois que c'est la première fois où limite le lendemain, j'avais envie d'aller m'entraîner. Vraiment, le lendemain de ma compétition, j'étais prête à aller à la salle. Et vu que j'avais pas d'entraînement, j'étais là, j'étais en mode, mais, enfin, j'avais envie, quoi. Et tu avais pas mal au dos? Parce que c'est vrai que enfin, tu l'as pas dit, mais tu avais mal au dos du coup pendant ta prépa. Enfin, tes Ouais. douleurs au dos se sont réveillées. Tu as quand même fait ta compétition avec les douleurs au niveau du dos. Mhm. T'as pas eu de douleurs après ta compétition? Écoute, pour l'instant, non. Mais c'est pas possible. Mon dos, là, pour l'instant, ça fait. Bah, même le jour J, ça allait. J'ai pris des anti-inflammatoires le jour J par prévention et pour pas que ce soit dans un coin de ma tête. Et en fait, ça a eu autant un effet placebo qu'un effet réel, je pense. Mais en fait, le fait d'avoir pris un anti-inflammatoire, je me suis dit, OK, j'aurai pas mal au dos du coup. Et ça m'a totalement sorti ça de la tête. Donc, je l'ai un peu senti quand même au niveau du bench quand il fallait bien me placer sur le banc, etc. Je l'ai pas trop senti au soulevé de terre, étonnamment. Juste après ma compétition, le soir même, ça tirait quand même pas mal, mais je pense que c'est Ouais. juste la fatigue aussi de tout, hein. Puis j'ai quand même tiré plusieurs fois mes max, etc. Mais, euh, mais sinon, depuis que je suis retournée à l'entraînement, aucune douleur au dos. J'ai squatté, j'ai fait du deadlift et tout, rien du tout. J'ai refait du bench aussi, rien du tout. Mais par contre, vu que j'ai changé un petit peu de technique, enfin de mouvement d'entraînement, là je suis courbaturée, mais courbaturée. Mon corps entier est une courbature. Donc je pense que ça joue aussi, enfin ça montre que mon corps il est quand même un peu fatigué parce que c'était avec des charges très légères et des mouvements que théoriquement normalement je maîtrise. Donc voilà, je Est-ce que pense ça fait du bien que d'avoir ces sensations de courbature ou pas?
Aux jambes, ouais. Aux jambes, ouais. Après, sur les trapèzes et le dos, j'avoue, ça tirait pas mal après la comp, mais sans douleur. Juste, je sentais que j'étais bien tendue, quoi. Mais bon, ça va se détendre petit à petit. Et puis, c'est aussi, je pense, aussi le manque de sommeil hein, qui a dû jouer, parce que ma compétition, elle était assez tôt le matin. J'ai dû me lever à 7 heures pile. Et en fait, depuis, j'ai pris le rythme. Et tous les matins à 7 heures, j'ai les grands yeux ouverts comme ça et je regarde mon plafond en mode, oh non, déjà. Donc ouais, je pense que ça joue, parce que je me couche pas forcément plus tôt. Ok, bah ça anticipe un petit peu la question que j'avais juste après, c'était à quel moment tu te dis, ok, là mon corps a vraiment récupéré. Enfin, du coup, c'est quoi qui te confirme ça? Je pense que ça va être le sommeil. Vraiment, ça va être le sommeil, ça va être peut-être l'appétit. Là, actuellement, je sens que je suis encore un peu stressée, nerveuse, parce que j'ai pas faim. Vraiment, je n'ai pas faim, alors que d'habitude, mes post-compétitions, j'ai un peu plus faim ou quoi. Et là, c'est pas assez compliqué, parce que non, je mange quand même bien, mais je ne ressens pas la faim. Et si je ne traquais pas un petit peu mon alimentation, ou si je n'avais pas toutes ces connaissances-là, je pense que potentiellement, je ne me nourrirais pas assez. Et là, Mm. le fait de bien quand même gérer et de calculer mes macros, etc. Je fais attention. Mais sinon, je sens que mon corps, il est quand même un peu stressé parce que, bah, comme je le disais, mon sommeil est très réduit. J'ai pas du tout d'appétit alors que d'habitude, le manque de sommeil, moi, ça m'augmente la faim. Du coup, je sens que je suis un petit peu pas déréglée parce que c'est pas forcément le mot. Je le vois aussi au niveau de la Chamboulé. digestion. Ma digestion est pas exactement la même. Avant, j'étais un peu calibrée sur tous les plans. Et là, c'est pas exactement pareil. Donc, je pense que voilà, il y a un petit peu un chamboulement qui a été fait sans pour autant que ça m'handicape, que ce soit ma fatigue me pose aucun problème au quotidien, c'est pas forcément ça le problème. Ma digestion, j'ai pas de douleur non plus, donc à partir du moment où j'ai pas mal au ventre, moi ça me va, parce que pendant 4 5 mois, à partir du moment où je suis rentrée en France vers le mois de juin jusqu'au mois de novembre, j'avais vraiment très très mal au ventre très très souvent, et en fait là, depuis le mois de novembre, décembre, j'ai plus aucune douleur au ventre, et franchement ça fait un bien fou, et c'est un petit peu du coup une crainte que j'ai à chaque fois que je mange quelque chose que j'ai pas l'habitude de manger ou autre, d'avoir vraiment des douleurs, des tiraillements, chose qui n'est pas arrivée et qui, je pense, était due à mon stress auparavant ou je ne sais pas. Mais là, pour l'instant, ça va. Sinon, quoi d'autre? Non, franchement, pour le coup, rien de plus à préciser, je pense. Je ne sais pas. Ouais, c'est surtout le sommeil, toi, qui va te dire si t'es bien ou pas. Je pense. Bon, maintenant qu'on a parlé du post-compétition et de la récupération, c'est un peu ce qui va se passer vis-à-vis de mes patients, et cetera, dans le sens où quand ils ont fait une échéance, bah, généralement, eux, ils ont une chute nerveuse et ils sont en mode: «Je ne sais plus quoi faire» parce qu'ils ont atteint leur objectif et du coup, j'aimerais savoir, toi, ton point de vue. Là, on va dire que tu avais commencé un coaching, pour justement, bah, atteindre un certain niveau de performance. Tu as concrétisé, du coup, ton coaching en faisant une compétition, donc tu as coché cet objectif. Là, maintenant, du coup, c'est quoi la suite pour toi? Enfin, comment Hmm. tu fais pour, continuer à mettre les choses en application, mais plus pour le même objectif? Parce que tout ce que tu as mis en place, ton alimentation et ainsi de suite, tout a été construit pour ton objectif. Mais maintenant que ça c'est fait et que c'est acquis, bah, comment tu vas faire pour garder les choses, on va dire? Ouais, j'avais très peur de ça. Justement, de par mes expériences précédentes avec mes anciennes compétitions, où bah, en fait mes post-compétitions étaient très mal gérées, ou comme je le disais, soit je retombais un petit peu dans les TCA, soit j'étais totalement démotivée. Et du coup, j'avais quand même un petit peu peur du post-compétition, très sincèrement. Mais en même temps, pas trop, dans le sens où je savais que j'étais pas du tout la même personne qu'il y a 3 4 ans. Donc OK. en même temps, je savais pas du tout où me situer. Et enfin, mon coach, pour le coup, a été très présent dans le sens où on a fait un appel ensemble 2 jours avant ma compétition, on a refait un appel le lendemain de ma compétition. Donc en fait, il a été très présent pour justement me montrer que, bah, en soi, même si la compétition était passée, il y a encore du travail, qu'il y a encore des choses à faire. Et même moi, je lui ai dit, après la compétition, je me suis posée et je lui ai dit, bah écoute, là, je vais vraiment me poser, je vais réfléchir à mes objectifs, je vais t'en parler un petit peu. Je sais que j'ai besoin de souffler un petit peu, que ce soit en termes d'investissement, en termes de plein de choses. Et ça, je lui en ai parlé le lendemain de ma compétition pendant l'appel où je lui ai dit, mais en fait, moi, là, je me vois pas arrêter le coaching parce que sinon, je vais juste me sentir perdue. Donc, j'ai envie qu'on collabore sur du plus long terme. Par contre, faire des retours tous les jours, devoir me filmer H24 à la salle, etc., c'est quelque chose dont j'aimerais me détacher un petit peu sur les prochaines semaines pour repartir un petit peu de plus belle. Et là, j'aimerais vraiment qu'on coupe un petit peu, que je puisse reprendre la course à pied également. Et,
et trouver le juste milieu, en fait, entre un coaching suivi où je vais pas être, on va dire, livrée à moi-même, et en même temps me détacher un petit peu de toute cet engouement que j'avais mis autour de ces objectifs-là, qui ont été atteints et qui sont passés maintenant. Donc vraiment, je me suis dit, ok, bah là, j'ai pris une vision très long terme. Et ça, je le conseillerais toujours, bah, même dans nos suivis, hein, qui voient vraiment long terme. Avoir un objectif sur du court terme, c'est génial, ça motive, c'est extrêmement stimulant, surtout si on atteint ses objectifs comme j'ai pu le vivre. Mais bah, en fait, si derrière, on sait pas, on construit pas un petit peu la personne qu'on veut devenir, si on n'anticipe pas justement comment on va agir après, une fois qu'on aura atteint notre objectif, ça peut être quelqu'un qui a réussi une prise de masse et qui réussit à atteindre le physique de ses rêves et qui se dit, ok, bah maintenant c'est quoi la suite? Et du coup, peut-être que la personne, elle va se désintéresser de ses entraînements parce qu'elle aura atteint ses objectifs, parce qu'elle aura pas anticipé ça. Peut-être que elle va pas réussir à stabiliser le poids pris parce que l'alimentation qu'elle a construite pendant les 3 mois de sa prise de masse, bah au final, ça lui correspondait pas du tout et qu'elle a juste tenu. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Et moi, j'ai construit une programmation, j'ai construit une routine, j'ai construit un quotidien qui me convient, que j'aime. Le fait de m'entraîner souvent, de passer du temps à la salle, d'avoir vraiment un quotidien aussi autour de ces objectifs-là parce que avant ça me mettait la pression et maintenant ça me motive vraiment en fait. Là, dans mes journées, je me réveille, je travaille toute la matinée, je fais mon déjeuner, je vais marcher un petit peu, etc. Je retravaille sur les trucs que je dois finir et ensuite je vais à la salle et en fait mes journées elles sont un petit peu comme ça et j'aime trop et en fait ça me convient tellement que je me voyais pas du tout arrêter ça. Mais pour autant, bah, je savais que j'avais encore envie de plus. Du coup, j'ai dit à mon coach, oui, là, je m'entraîne que 4 fois par semaine. J'aimerais bien passer à 5, voire même 6, parce que j'aimerais bien reprendre le run. Et du coup, on l'a mis en place et j'ai pas eu peur d'en demander plus parce que je sais à quel point ça va être sain pour moi et que c'est pas du tout dans le but de me punir de pas avoir atteint tel objectif ou de parce que je suis jamais contente non plus de ce que je fais. J'ai quand même eu de la satisfaction à atteindre tous mes objectifs, mais en fait, je sais que bah, j'aurai encore une pleine satisfaction à m'en fixer d'autres sans pour autant me mettre trop de pression et sans en faire toute, comment dire, sans que voilà, je reparte sur une nouvelle préparation, que je me refixe une compète dans 3 mois, je sais que j'ai pas besoin de ça. Par contre, le fait d'avoir visualisé à l'année mon année sportive, bah, en fait, me dire, ok, bah, dans 3 mois, là, enfin pendant 2, 3 mois, je fais un petit peu un off-season, je construis un petit peu plus de masse musculaire, je rattrape mes déséquilibres en termes de force, etc. Et après, on verra ce que ça donne. Et on reconstruira peut-être un bloc beaucoup plus de force, de performance, etc. Et, euh, et pour le coup, moi, convient très bien comme ça, plus un petit peu plus de flexibilité dans mon sport. Là, par exemple, en post-compétition, bah, je vais reprendre le run. Là, c'est en fin de semaine, je vais faire de l'escalade avec des amis. Bah, jamais j'aurais accepté, entre guillemets, de faire ça pendant ma préparation de compétition. Là, bah, en soi, je m'en fiche et je dis oui à tout, chose qui n'était pas extrêmement, extrêmement le cas non plus pendant ma prépa, notamment en termes de sorties ou de choses qui étaient externes à la force en termes de sport, à part la marche, etc. Mais j'ai arrêté le run pour me concentrer à fond dedans, pour que garder un petit peu mon énergie aussi, pour pas que ça me prenne trop de temps et que je sois trop, trop, trop épuisée. Mais là, en fait, bah, juste je m'écoute et si j'ai envie de faire un autre sport, si j'ai envie d'aller courir, si j'ai envie de déplacer mes jours d'entraînement, en soi, je vais être plus libre de le faire et je pense que ça va me faire du bien aussi de me détacher un petit peu du contrôle qu'il pouvait y avoir pour la prépa parce que bah, c'est un objectif qui est précis, donc ça nécessite des actions précises. Là, j'ai pas d'objectif précis, j'ai des objectifs long terme, donc ça nécessite une vision long terme. Et ma vision long terme, c'est prendre du plaisir à l'entraînement, avoir une vie sociale, m'amuser et faire un petit peu ce que je veux, être un petit peu une touche à tout. Et là, le off-season va me permettre ça et je vais retrouver mon équilibre comme ça aussi. C'est ce que je dis souvent à mes patients parce qu'il y en a plein, généralement, ils vont nous contacter pour une certaine échéance et du coup, ils vont consacrer tout ce suivi pour cette échéance et une fois qu'ils l'ont atteint, bah, ils ont une énorme redescente en mode: «OK, bah, là, du coup, il se passe quoi? Parce que, bah, là, j'ai pas d'autres objectifs de prévus, je sais pas ce que je fais et cetera» et moi, généralement, j'arrête pas de leur dire: «En fait, il faut que tu te dises que peu importe ce que tu vas avoir en termes d'objectifs, ce que tu mets en place dans ton quotidien, faut que ça soit ancré et que ça soit pour toi». Faut pas que tu Mm. mettes ça en place uniquement pour un objectif parce qu'une fois que tu vas l'atteindre, bah, en fait, tu vas plus rien mettre en œuvre parce que c'est bon, tu as atteint ton objectif et du coup, c'est terminé. Bah, non, il faut que tu te rappelles de pourquoi tu fais ça et que tu le mettes en application ou non. C'est pas uniquement dans le but d'atteindre cet objectif, mais c'est également pour toi. Ouais. Et tu Et vois, par exemple, tu la as vision long terme et de mettre en place quelque chose qu'on sera capable de maintenir même après. Parce que, enfin, un peu comme je l'ai dit dans ma vidéo YouTube précédente, on peut se fixer des objectifs plus ou moins long terme, mais il y a des objectifs qui vont nécessiter de rentrer dans
sa routine et dans son quotidien. Tout comme des objectifs qui vont devoir entrer dans le quotidien, mais pas forcément à durée indéterminée, chose qui peut être le cas. Enfin, j'avais fait un exemple, par exemple, si je veux lire plus cette année, par exemple, Mm. bah, je vais me fixer un objectif quotidien de lecture, etc., ou mensuel, enfin peu importe. Mais si en 2027, j'ai pas envie de lire plus, c'est un objectif que je pourrais arrêter. Et le fait de lire un petit peu tous les jours, c'est quelque chose que je vais pouvoir enlever de mon quotidien sans que ça ait trop d'impact, parce que cet objectif-là nécessite quand même une certaine régularité pour l'atteinte de cet objectif, mais enfin, je suis pas obligée de le perdurer toute ma vie si j'ai pas envie. Alors que par exemple, prendre soin de sa santé ou maintenir une perte de poids, ça va nécessiter des changements d'habitude alimentaire, de bouger un peu plus au quotidien. Et ça, c'est des choses qui ne pourront, entre guillemets, jamais partir. Mais après, ça peut être modulé, hein. Il y a des mois où on peut être plus ou moins actif que d'autres sans que ça ait d'impact sur sa composition corporelle. On le voit notamment dans nos suivis quand ils partent en vacances, que ça n'impacte en rien le processus et qu'ils arrivent à très bien profiter. Mais bah, il faut quand même qu'il y ait un retour à la routine et une routine qui plaît après les vacances ou après la période un petit peu plus creuse, peut-être d'un point de vue entraînement, d'un point de vue objectif physique et ainsi de suite. Mais voilà, il y a quand même deux types d'objectifs. Il y a ceux qui vont nécessiter des réels changements dans le quotidien, dans l'environnement, dans sa perception de soi-même, dans son identité, et des objectifs qui vont nécessiter une certaine discipline, mais pendant un instant T jusqu'à l'obtention de cet objectif. Et du coup, tu te situes dans quoi là, en termes d'objectifs? Est-ce qu'il faut vraiment que toi tu changes ton quotidien? Est-ce que ça va te bousculer? Ou est-ce que au contraire ça va être facile à mettre en place? Je pense que ça va être facile à mettre en place parce que je l'ai déjà fait, en fait, tout simplement. Avant de commencer ma préparation dans le powerlifting, enfin, toute l'année 2024, en soi, je m'entraînais 4 à 5 fois en musculation et je courais 1 à 2 fois par semaine. Je sais que, en gros, cette fréquence-là d'entraînement, je l'ai déjà tenue pendant quasiment un an et que enfin, ça s'était super bien passé pour moi et que je me plaisais vraiment dans ça. À côté de ça, bah, on va dire, ça va dépendre aussi forcément de ma charge de travail, je vais pas le cacher. Donc, si je vois que le travail doit prendre le dessus, bah, j'enlèverai un entraînement, comme j'ai déjà pu le faire en 2023 par exemple, où je m'entraînais plus que 3 fois par semaine pour quand même bah, avoir le temps de travailler et ne pas être sous l'eau tout le temps. Mais là, je sais que m'entraîner 5 à 6 fois par semaine, c'est quelque chose que je peux facilement actionner dans mon quotidien. J'habite juste à côté de ma salle, je cours de plus en plus vite et j'ai mes petits parcours cibles. Donc voilà, je vais pas faire des giga détours de 2 heures juste pour aller courir 20 minutes. Enfin voilà, il y a quand même plein de choses qui sont ancrées dans mon quotidien et qui vont nécessiter pas grand chose en termes d'effort, tout comme mon alimentation qui est maintenant calibrée. Donc je perds pas 4 heures en cuisine tous les jours, je passe pas 20 minutes à, à rentrer mes calories dans ma journée parce que en soi j'anticipe tout, je gère bien. Donc en fait, le fait d'avoir fait ça aussi depuis des années, maintenant pour mettre en place un petit changement, bah, j'ai pas à tout changer de A à Z, j'ai juste à ajouter ci, enlever ça, modifier un petit peu ça, mais la base et la structure de mon quotidien, de mes journées, de mes habitudes, en soi, reste la même. C'est pour ça qu'il y en a plein, ils aiment pas, tu vois, le métro boulot dodo en termes de routine. Mais en fait, involontairement, c'est ce qui nous drive dans le sens où bah, tu sais à quelle heure tu te réveilles, tu sais quoi mettre, enfin, tu sais quand est-ce que tu prends ton petit déjeuner, tu sais ton heure de taf le matin, tu sais quand est-ce que tu vas marcher, tu sais quand est-ce que tu t'entraînes. Et du coup, je pense qu'involontairement, Hmm. c'est pour ça que Moi, je ça fonctionne pas chamboule un comme ça peu. non plus, hein. Tous les jours, je me dis Bah, pas à 9 heures, faut que je sois devant mon ordi à travailler. non. Tous les jours, je me dis pas à midi pile, il faut que je sois en train de préparer mon déjeuner, il faut Alors, que mon déjeuner il soit non, comme ça. Genre je jamais. reformule. Dans le sens où, dans ta journée, tu sais quand est-ce qu'il faut que tu calibres les choses. Tu sais tes impératifs, on va dire. Donc, du coup, Mm. tu sais comment les actionner. Oui. C'est ça que je veux dire. Mais tu vois, je sais, par exemple, je me suis fixée entre 12, enfin à peu près, on va dire en moyenne 12 000 pas par jour en moyenne dans ma semaine. À aucun moment je me dis ok bah là ça va être le moment où je vais marcher dans ma journée parce que c'est tellement ancré dans ma routine et je sais que quoi qu'il arrive je vais sortir marcher faire mes pas dès que j'en ai l'occasion ou sur mon tapis quand je travaille ici ou ça que en fait je me pose même pas la question et je ne m'impose rien pour atteindre cet objectif là parce que je sais que si je me force à aller marcher je vais en perdre tous les bénéfices que ça me donne, c'est-à-dire bah, me faire du bien à la tête principalement et en fait je trouve ça trop dommage donc pour moi calibrer les choses dans sa routine c'est important mais il faut pas trop calculer trop Non, euh, il faut trop laisser la place à trop l'impératif, anticiper en non fait. plus. Enfin, pour moi, l'imprévu, ça fait partie d'un équilibre et savoir que, Ah, bah, bah, je sais pas, moi, une journée, je vais m'entraîner à 14 heures, une autre journée, je vais m'entraîner à 18 heures. Bah, en soi, moi, ça change rien à mon quotidien. Juste, je m'organise un petit peu différemment à l'instant T, mais ça va pas me paniquer, ça va pas me stresser. Tout comme des fois, je vais manger à 19 heures pétante parce que j'ai faim, tout comme des fois, je vais rentrer chez moi, il va être 22 heures, je vais rentrer de la salle et je vais manger aussi. Donc, en fait, je ne m'impose rien en termes d'horaire, par exemple. Par contre, je m'impose de réussir
réussir tous les jours à atteindre tel ou tel C'est ça. target. Et ça, en fait, ça crée une flexibilité dans mes choix, dans ma vie sociale aussi. Euh, Enfin voilà, dès que j'ai une soirée ou un truc de prévu, bah en fait, je sais que ça me posera aucun problème et que ça va pas m'éloigner de mes objectifs, chose que je pensais avant. Parce que justement, j'avais pas cette notion-là de voir un petit peu plus large, de bien Mm. m'organiser, de connaître vraiment mes besoins et c'est totalement différent. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Dans tous les cas, il faut laisser la place à l'imprévu dans sa journée et on peut pas tout contrôler parce que justement de vouloir tout contrôler, ça nous crée une pression et du coup, bah, après On ça devient lâche, compliqué. tôt ou tard. Mais d'avoir des objectifs dans la journée, par exemple, comme on peut donner à des patients ou toi tu as des objectifs, on va dire, en termes chiffrés niveau sport, bah, du coup, ça t'implique une certaine rigueur et une certaine discipline et du coup, ça va t'aider. Mm. Du coup, c'est ça. Mais en fait, c'est ce que je dis dans mes suivis, c'est il faut se créer des non négociables, Ouais, mais c'est des ça. non négociables alignés à nos valeurs et à nos ambitions et à nos objectifs. Enfin, par exemple, moi, quand j'avais des troubles du comportement alimentaire, mon non négociable, c'était de pas dépasser, je sais pas moi, les 1000 calories par jour. Mais en fait, c'est le pire non négociable du monde. Enfin, clairement, c'était ultra négatif, mais en fait, c'est la maladie qui parlait, évidemment. Mais le fait est que il y a des non négociables qui sont très positifs. Par exemple, pour moi, mon non négociable, ça va être, je sais pas moi, au max du max, je vais me coucher à 1 heure du matin. J'essaye. Mais ça marche les 3 quarts de la semaine, par exemple. Peut-être même un peu plus d'ailleurs. Il y a peut-être 1 ou 2 nuits par semaine où je vais me coucher plus tard que ça. Mais franchement, non, c'est ultra important pour moi. Ou pareil, au niveau du nombre de pas. Mon non négociable, c'est au minimum du minimum être à 10 000. Et si c'est 12 000, tant mieux. Si c'est 11 000, c'est pas grave. Mais mon non négociable, c'est 10 000 pas. Pareil au niveau de l'alimentation. Mon non négociable, ça va être d'avoir, je sais pas moi, des légumes à chaque repas ou des fruits à chaque repas, enfin peu importe, mais un végétaux frais et une bonne source de protéines. À partir du moment où j'ai ça, je compose le reste de mon repas un petit peu comme je veux. Et ça me permet justement d'être aligné avec mes objectifs, avec mon équilibre à moi, et en même temps de bien faire les choses d'un point de vue vraiment purement métabolique, scientifique, enfin peu importe. À chaque fois, il faut trouver le juste milieu entre ce que dit la science et nos réels besoins métaboliques, etc et ce qu'on peut et ce qu'on veut mettre en place dans son quotidien. Et ça, c'est difficile à trouver les réponses à tout ça, mais ça se travaille, ça se trouve, ça se cherche, mais faut avoir conscience qu'il faut se faire ce travail-là si on veut vraiment avancer et progresser. Et il y en a Bah, beaucoup qui ont du mal à se lancer, à se dire ça, ou à faire confiance à quelqu'un pour leur donner les réponses. Nous, on l'a vu, hein, des fois dans des suivis, on a les solutions pour les patients, notamment quand je fais des appels découvertes. Moi, je sais exactement quoi mettre en place avec cette personne. Dès le début, j'arrive à cibler, à connaître ses besoins, à voir comment on pourrait travailler ensemble. Et en fait, la personne, par la peur, par le fait qu'elle visualise pas, elle, ce dont elle est capable ou ce qu'elle pourrait atteindre, bah, du coup, c'est un petit peu frustrant parce que soit la personne vient à ne pas commencer du coup un suivi, soit je sais très bien qu'elle va rester un petit peu dans ce schéma-là parce qu'elle n'a pas accepté de l'aide extérieure ou qu'elle pense potentiellement qu'elle peut y arriver toute seule. Sauf que, bah, théoriquement, je pense y être arrivée toute seule, mais avec les connaissances professionnelles que j'ai. Donc, si j'avais pas eu toutes ces compétences-là et ces connaissances-là et même cette expertise de par aussi mes cas patients et tout le travail que j'ai pu faire, je pense pas que j'aurais trouvé la réponse, par exemple. Donc, ou alors pas encore, mais ça m'aurait pris des années. Là, ça fait déjà 10 ans en soi que je m'intéresse à la nutrition, à l'entraînement. Au bout de 10 ans, avoir enfin une stabilité, des réponses et un quotidien qui nous convient, c'est long, 10 ans. ah Alors bah oui, que des c'est fois, long, en 3 à 6 mais mois de suivi, on trouve les réponses pour plein de personnes. ah mais je suis totalement d'accord, mais en fait, c'est souvent des fois ce que je dis, bon là c'est vraiment une aparté vis-à-vis du podcast, mais par exemple, je dis des fois à des patients, ils ont un objectif en tête, mais ils ont eu X années d'hygiène de vie. Et bah des fois, moi je leur dis pour qu'ils prennent conscience que leur objectif, ça va demander du temps et de la patience, bah je leur dis, bah tu vois, tu as eu X années d'hygiène de vie, et bah Mm, mm, mm. potentiellement que pour atteindre ton objectif, il faudra également X années. Moi, je le dis surtout au niveau des troubles du comportement alimentaire ou des pertes de poids. Ouais, plus Euh, les pertes de poids, je dis ça moi. Les deux, en fait les Moi deux. aussi. Moi, c'est marrant hein, parce que j'ai eu des TCA pendant 4 5 ans et j'ai mis 4 5 ans vraiment à m'en sortir. Et en Donc, fait, les gens, quand tu leur dis ça, ils sont en mode: «Ah mais non, mais c'est pas possible, moi je veux tout, tout de suite». Mais en fait, de vouloir tout, tout de suite et je l'ai eu en appel avec une patiente, elle était en mode: «Bah, en fait, de vouloir tout, tout de suite en termes de perte de poids, ça m'a plus provoqué des troubles du comportement alimentaire qu'autre chose». ouais, parce que c'est ce qu'on disait, le fait d'être trop focalisé sur le résultat Mmh. et de pas apprécier le processus, ça crée de la pression. Enfin, c'est pareil, l'alimentation et le sport, c'est tellement Ah mais lié vraiment. et le cerveau humain fonctionne pareil pour les deux. On va réussir une performance, on va super bien s'entraîner, on va être content. On va bien manger et avoir un résultat physique, on va être super content. On Mais va le voir, jour la où pesée qu'elle descend, on va être hyper content. Par contre, si elle monte, on va pas être content. Non, mais c'est ou sûr, hein. inversement, en fonction de Ouais. l'objectif de chacun. Mais oui, oui, pour le coup, il y a clairement ça. Ou même, je le vois, là, c'est marrant parce que j'ai une patiente.
on vient de lancer un déficit et la première semaine de déficit, elle a eu à peu près 600 grammes de moins sur sa pesée en moyenne. Et là, on est sur la deuxième semaine de déficit et son poids n'a pas encore vraiment est pas descendu encore. Et hier, elle m'envoie un message en mode bah, je comprends pas, mon poids il remonte, j'évolue pas cette semaine, etc. Alors que les trois pesées la plus basse, enfin les plus basses qu'elle a fait de la semaine, c'était le vendredi, samedi, dimanche. Et elle m'envoie un message le mercredi soir en me disant bah, je comprends pas, mon poids il descend pas. Je lui fais attends la fin de la semaine. Essaye de comprendre ça, ça, ça. Elle était aussi en période d'ovulation cette semaine-ci. Donc en fait, il y a tellement d'autres facteurs et être trop focalisé sur le poids ou sur l'objectif à proprement parler, donc elle de son côté, c'est de voir son poids descendre, bah, au final, elle n'était pas concentrée sur les autres facteurs, sur potentiellement des choses à comprendre dans sa répartition alimentaire, sur son cycle menstruel, etc., etc. Et je sais Donc pas ouais, si toi, c'est... tu l'as également avec tes patients, mais comme nous, on fonctionne des fois, ça dépend les patients, avec des pesées journalières. Tu sais, là, il va y avoir le patient, il va se focaliser uniquement sur la pesée journalière qui est la plus élevée. Et ben, je l'ai fait une fois en call avec une patiente et j'ai surligné en rouge la pesée où elle se focalisait et toutes les autres, elles étaient en verte. Et je fais, là, tu vois quoi? Ah bah ouais, je fais ma vie. Mm. Parce qu'en fait, En on fait, a c'est ça, tendance à se focaliser que sur le négatif de la situation. Soit sur toujours. la pesée qui se passe mal, soit sur une perf qui se passe mal. Et tu vois, par exemple, avant toi, ta compétition, bah, tu avais fait des séances qui n'étaient pas faux folles. Enfin, elles t'ont pas mise en confiance pour le jour J. Et tout de suite, tu t'es dit, c'est pas parce que là, cette séance, elle s'est mal passée, que le jour de la compétition, ça va mal se passer. Et ça, je le dis souvent avec mes patients. Je leur dis, OK, là, tu rentres en phase de picking, prépare-toi. Je te le souhaite pas, hein, prépare-toi à échec. Bah, moi, c'est vrai que pour le coup, j'ai beaucoup écouté les regards extérieurs, hein, parce qu'à l'instant T, quand j'ai fait mes deux séances où soit je ratais mes barres, soit j'avais très mal au dos, j'étais là, j'étais en mode pff, ça va être dur là. Je sens que ça va être dur. Je revoyais un petit peu mes objectifs à la baisse. Avec mon coach, on en avait beaucoup parlé. Donc, on était quand même préparé, on va dire, à moins performer que prévu. Donc, on a quand même essayé d'adapter un petit peu les choses. Et au final, le jour J, quand on a vu que j'étais en forme, on a revu le plan à la hausse en fait. Donc, Bah oui, c'est ça. et surtout quand j'avais mis en story ou quoi que bah, mes entraînements étaient vraiment compliqués, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de coachs notamment qui m'ont rassurée et qui m'ont dit si tu savais le nombre d'athlètes que j'ai qui sous-performent une semaine avant la compétition pour Clairement. surperformer le jour J, fais-toi confiance, c'est le picking, tu peux pas anticiper ton état de forme le jour J, donc reste focalisé sur la fin de ta prépa, ça va le faire quoi. Et pour le coup, ils avaient tous raison. Donc, je pense que ça dépend aussi pas mal de personnes parce que j'ai déjà fait un picking désastreux, une compétition désastreuse. Mais j'étais juste épuisée en fait et je me mettais trop la pression. Mais là, j'étais saine entre guillemets. Je mangeais bien, j'avais pas de cut à faire, je buvais bien, j'essayais de me coucher un peu plus tôt et ça avait marché. Enfin voilà, globalement, j'avais tout mis en place pour être en forme le jour J et ça s'est bien confirmé. Donc, en plus, j'ai eu la satisfaction de, ok, bah là, j'ai écouté mon corps, j'ai bien récupéré, je suis allée marcher, j'ai fait tous mes étirements. Je suis allée à la salle presque tous les jours, hein, là, juste avant ma compétition, juste pour m'étirer le dos, pour faire un peu de d'abdos, etc. Et ça a trop bien fonctionné parce que j'ai quasiment plus de douleur au moment où je parle maintenant. Donc, à voir, on touche du bois, mais comme quoi, le mouvement aussi, des fois, c'est la clé. Et le fait de pas trop écouter les petites pensées dans sa tête et des fois, enfin, vraiment, c'est un tout, hein. C'est vraiment un tout et il n'y a pas une solution miracle où il n'y a pas parler à votre coach et ça ira mieux ou manger ça et ça ira mieux. C'est vraiment un tout et ça, il faut bien le comprendre aussi. Non, mais c'est ça, c'est un ensemble de tout. Donc, en vrai, vas-y, je te pose une dernière question. Enfin, 2 dernières, OK? Ok. Vas-y. Il y en a une, c'est vers les objectifs, mais c'est comment tu sais que ton prochain objectif est vraiment aligné avec ton état physique et mental du moment? Je pense qu'on le sait jamais trop, hein. Ouais, mais si on prend les objectifs que là, tu t'es fixés. Là, tu as fait ta compétition, toi, je te connais, tu avais déjà anticipé tes prochains objectifs. Bah pas tant que ça, hein. J'ai vraiment fait le week-end même, hein. Mais oui. Tu avais quand même une petite idée derrière la tête, je pense. Mais ça s'est plus confirmé, on va dire, le week-end de ta Mm. comp. Mm, Mais mm, du mm. coup, comment tu sais que c'est vraiment aligné avec ton état physique et vraiment ton état mental? En fait, à partir du moment où je me fixe trop d'objectifs, c'est que je vais me prouver quelque chose dans ma tête. Et du coup, c'est pas forcément ce qu'il y a de bon. Euh, ouais. C'est vrai ça, parce que les objectifs quand tu regardes tes objectifs de 2025 ou de 2024, c'était que des résultats chiffrés. Je veux faire Mm. ça, je veux faire tant, je veux faire tant, je veux faire ci, je veux faire tant. Ouais. En fait, c'était vraiment Ouais. précis, on va dire. Oui. Mais du coup, c'était positif ou négatif? Je comprends pas. Négatif. Ah oui. Négatif parce que là, tes objectifs sont pas chiffrés, ils sont plus généralisés dans le sens où c'est plus dans le bien-être qui vont corréler vis-à-vis de ton mode de vie actuel. Je sais pas si c'est très Hmm. clair ce que je dis. Bah non, il y a des chiffres quand même, parce que j'aimerais bien faire un SBD avec que des plaques rouges, donc 125, 70, 75 et Oui, mais ça 170, oui, tu mais vois.
Ça, c'est déjà atteignable. Enfin, c'est hyper atteignable vis-à-vis de ton Ben voilà, contexte. tu rejoins exactement ce que je voulais dire dans le sens où pour moi un objectif, s'il est sain, c'est un objectif qui est réaliste. Voilà. Plus un objectif où on a conscience des efforts qu'on va devoir faire pour y arriver, plus un objectif qu'on fait pour soi. Mais j'en ai fait une vidéo YouTube hein, et un podcast même. Mais oui, oui, tout ça, c'est ultra important à comprendre. Mais le fait est que, pour le coup, je pense que moi-même, quand je me fixe mes objectifs, je sais pas s'ils sont sains pour moi, mais je me fixe des objectifs où je sais que ça me prend aux tripes. Que, tu vois, dans le travail, l'année dernière, c'était lancer NutriPower. Ça me prend aux tripes. C'était vraiment mon objectif de créer quelque chose qui avait jamais été fait avant, de recenser toute notre expérience dans un format. Enfin, vraiment, c'était viscéral, tu vois, on la sorte tôt ou tard, cette formation. Je saurais pas comment l'expliquer. Pour le powerlifting, la passion est revenue. Et là, pour moi, c'est ultra important pour moi de concrétiser cette passion-là dans des objectifs. Et effectivement, je me suis fixé des objectifs qui sont quand même assez réalistes, je pense. Enfin, à l'heure actuelle, non, mais sur une année, étant donné que je me C'est suis fixé totalement un an, réaliste. c'est totalement réaliste. Surtout si maintenant j'ai conscience que je peux m'investir dans un sport sans me mettre trop la pression. Je peux aller à l'entraînement et en même temps avoir une vie sociale, etc. Enfin, vraiment, j'ai tout. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour comprendre que mes objectifs sont atteignables, sont simples pour moi, sont sains aussi. Et, euh, et pour le coup, je me fixe des objectifs maintenant, mais je pense qu'ils sont tous globalement sains. Et si jamais je n'ai pas peur de revoir à la baisse mes objectifs. Moi, il n'y a pas de problème sur ça. Je suis OK avec le fait de me surestimer par moment aussi ou ça, notamment dans le travail. Je me suis beaucoup surestimée en 2025 notamment. Là, en 2026, j'apprends un petit peu de mes erreurs. Je mets en place les choses qu'il faut quand même, mais ça prendra le temps que ça prendra. C'est frustrant, c'est dur, par exemple, de ne pas voir mon entreprise évoluer à hauteur de mes réelles ambitions. Mais mon ambition est tellement grande, j'ai envie de dire qu'il faut juste que je l'accepte aussi. Donc, il y a un petit peu de ça. Et dans le sport, j'ai plus autant une grande ambition qu'avant. Là, je veux juste kiffer mes entraînements, me voir progresser, me challenger, sortir de ma zone de confort, sans pour autant ouais, me mettre trop de pression ou déterminer ma valeur en fonction de mes performances, tout simplement. Je sais que je serai. C'est marrant parce que j'ai préparé un post Instagram où je disais que j'ai jamais été aussi performante, mais ça m'arrivait quand même, par exemple, de faire des mauvaises séances, d'être quand même, voilà, enfin, de pas sentir que j'ai atteint tous mes objectifs, etc. Mais en soi, c'est pas grave du tout de ressentir ça. Par contre, ce qu'il faut, c'est être fier de la personne qu'on est aujourd'hui par rapport à la personne qu'on était il y a encore quelques semaines. Moi, il y Mm. a quelques mois, j'étais pas capable de faire des tractions, j'étais incapable de soulever 150 kilos au soulevé de terre, enfin 152, et maintenant je le suis. Donc oui, c'est pas, je suis pas la personne la plus forte du monde. Il y a des centaines de femmes beaucoup plus fortes que moi, etc. Mais en fait, de moi à moi, je sais que j'ai progressé et c'est cette progression-là dont je vais me satisfaire Ouais, c'est de se comparer à ce qui est comparable. aussi. Mais après, tu vois, un sport de force aussi, c'est ça le problème, c'est que tout est extrêmement comparable. Je vais prendre une fille, on a à peu près le même âge, on fait à peu près le même poids, bah elle me met 50 kilos d'écart au bench, tu vois. Oui, Mais bah, j'ai une pote dans ma salle, elle me met 70 kilos au squat. voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est très facile de se comparer dans des sports ultra chiffrés ou autres, mais en fait, il y a d'autres facteurs à comprendre. Il y a aussi, on est tous différents, etc. Donc pour le coup, moi, je me compare plus aux autres, je me compare à moi. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup changé d'un point de vue sportif, même si la réussite des autres m'inspire toujours autant et que des fois, je vais quand même avoir des mini-pensées en mode, mais comment elle fait? Mais comment c'est Mais du possible? coup, et ça, c'est un truc qui m'intéresse, c'est comment tu fais vis-à-vis, bah, par exemple, tu vois, tu as fait des mauvaises séances pendant ta prépa, etc. Il y a eu plusieurs fois des barres qui sont pas passées, et ainsi de suite. Comment tu fais pour te remettre vraiment en mode, pas dans tes pensées négatives, en mode, je suis Confiante? nul. Ouais, comment tu fais pour te remettre en confiance? Comment tu fais pour te dire, pour pas te laisser abattre Bah, je suis vis-à-vis ma de ça? prog, hein. Juste, j'applique ma Oui, prog mais et je me oui, détache et mais j'essaye de tout optimiser à côté pour être dans mon meilleur état de forme possible à l'entraînement d'après. Et oui, mais voilà. en gros, tu vois, à un moment, tu avais une barre en tête, c'était dans ta prog, tu devais passer cette barre, elle n'est pas passée. Pourtant, c'était inscrit dans ta prog, ça veut dire que tu avais les conditions, tu avais les ressources pour la passer. Quand tu l'as pas passée, forcément, tu as un moment en mode waouh, ok, bon, là, c'est la merde. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais pour tout de suite sortir de ce cercle vicieux? En mode ok, bah là, elle est pas passée, c'est pas grave. Genre, comment tu fais ouais, pour pas rester dans la négativité de la perf, dans l'échec de la perf plutôt? En fait, comme je l'ai dit dans une autre vidéo YouTube, pour moi, c'est
En fait, j'ai pas envie que ça me... C'est bon, ça m'a pas fait plaisir sur le moment. J'ai un peu grogné pendant mon entraînement, mais je vais pas gâcher une journée de ma vie à cause d'une mauvaise performance. Enfin, ça n'a aucun sens. La vie est trop courte et trop précieuse pour ça. Enfin, je saurais pas comment le dire autrement, mais en fait, il faut juste prendre de la hauteur et se dire, ok, cette barre, elle est pas passée, mais bah, en fait, c'est pas grave. Et en plus de ça, c'est bon, j'ai râlé. Qu'est-ce que ça va m'apporter de râler un peu plus? Et surtout, ça veut pas dire que je la passerai jamais, parce que preuve en est, une semaine après, mon squat est passé, mon bench est passé, mon terre est passé, quoi. Donc, j'essaye de me détacher, en fait. Juste, je me détache. Je grogne un peu parce que bah, ça me fait du bien sur le moment et que faut que ça sorte aussi, mais pas une fois, pas pendant une semaine, quoi. Du coup, on va passer sur les dernières questions bonus, parce que j'aime bien un petit peu être plus dans l'introspection personnelle. Si tu devais donner un conseil que tu aurais aimé entendre plus tôt, lequel ce serait? Ah, c'est dur, c'est super dur. Je sais pas. Putain, c'est la première fois que j'arrive à poser une question où Fanny ne sait pas répondre. En fait, j'arrive pas à trouver le conseil qui aurait un peu débloqué toute ma progression et tout, parce que toutes les étapes par lesquelles je suis passée, pour moi, T'ont amené ici. elles ont servi. Donc en Bah, pour fait, moi, toutes en les vrai, erreurs que j'ai faites, elles m'ont servi. bah, si je devais répondre pour toi, pour moi, ça serait de te détacher de la performance parce que c'est ça qui a tout débloqué. Ouais, c'est vrai Parce que que toi, en le fait, t'es une fait... personne qui est trop, t'es trop dans, t'as de l'ambition, t'es trop dans les résultats, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et du coup, si tu n'as pas ça, eh ben, t'es pas contente. Et le fait que tu te détaches de plus en plus des choses, là, tu t'es tellement détaché de la performance, etc. Tu as pris du plaisir dans le processus. Et en fait, ça a Hmm. débloqué plein de choses en toi. Donc Ouais, pour je moi, suis si assez je devais d'accord là-dessus. répondre à toi, enfin, toi, pour cette question, je dirais ça. Mais en même temps, tu vois, le fait de m'être accrochée à la performance pendant un temps, c'est ce qui m'a aidé à sortir des TCA, parce que plus je voulais performer, plus il fallait que je mange et que, tu vois, je sois investie dans le Ouais, sport, et, et ça, etc. Donc, je mais suis ça m'a d'accord. aussi enfermée dans le power et que ça m'a pas convenu Mais en fait, aussi. Donc, ça t'a ramené une autre sorte de contrôle que tu mm, recherchais potentiellement dans les TCA. Sauf que cette Fanny-là, pour moi, pas qu'elle n'existe plus, elle fera toujours partie de ta vie, c'est ce qui t'a construit, etc. Mais là, actuellement, avec la Fanny qui a guéri des TCA, c'est etc., le lâcher prise, ouais, qui a tout débloqué. Ouais, en vrai, je ouais. suis assez d'accord. Je dirais de lâcher prise. Après, je suis pas du tout une experte là-dedans, donc c'est un peu un conseil que je peux donner, mais que j'ai encore du mal vraiment à appliquer à 100%, 100%. Mais c'est vrai que dans le sport, j'ai beaucoup lâché prise quand même. En tout cas, moi, je le ressens et je le vois, et je vis super bien en fait, dans le sens où bah, je vais m'entraîner, et peu importe ce que j'ai à faire comme séance, je sais que je vais kiffer mon entraînement. Peu importe le résultat de ma fin de bloc, bah, je sais que j'ai kiffé tout mon mois d'entraînement. Donc ouais, le lâcher prise, c'est vrai que ouais, je suis assez d'accord là-dessus au final. Mm. Je reviens pas, c'est moi qui ai trouvé pour toi. Oh. Ouais, mais en fait, il y a tellement de choses que j'ai apprises, que j'ai comprises, que résumer ça en un conseil, c'était compliqué. Mais c'est vrai que le lâcher prise, je suis assez d'accord. Bah, pour moi, c'est ce qui ressort le plus. Mm. Non, mais t'as raison. Je le dirai Merci. pas souvent, mais... Même quand t'as dit, tu as raison, j'étais. Elle a Ouais, vraiment j'ai dit vu, ça. j'ai vu, j'ai vu. Choquée. Ok, bah, et la dernière question pour conclure un petit peu ce podcast. Aujourd'hui, après une compétition, qu'est-ce que tu protèges en priorité? Ton corps, ton mental ou ta motivation? Mon mental, Pourquoi? parce que c'est ce qui détermine tout. Si mentalement je suis pas bien, mon corps ira pas bien. Et si mentalement je suis pas bien, bah ma motivation ira pas bien. Donc moi, mon mental, c'est ce qui est le plus important pour moi. Et en fait, je peux pas me permettre de pas aller bien, entre guillemets, parce que, bah, comme je disais, j'ai des objectifs, que là, j'ai enfin trouvé une sorte d'équilibre et tout. Donc pour moi, le plus précieux pour moi, c'est vraiment mon mental. Et ouais, je pense qu'il n'y a rien de plus important parce que je l'ai trop sous-estimé, je l'ai trop négligé. Et j'ai toujours compris son importance, mais en fait, je me complaisais dans le fait, des fois, de pas aller bien ou d'être un peu... euh, d'overthink ou de tout le temps mentaliser le pire ou quoi. Et en fait, mon cerveau, souvent, enfin, quand on me connaît bien, à chaque fois, je dis des fois à certaines personnes qui apprennent à me connaître, je suis en mode, mais toi, tu tiendrais pas 5 minutes dans ma tête. Et ça, je le dis souvent, et j'ai déjà dû te le dire en plus. Oh, bon, plus d'une Et en fois. fait, ça pour moi, maintenant, j'essaie vraiment de le travailler pour que mes pensées soient saines pour moi, que bah, ma mentalité ne détermine pas ma motivation à travailler, à aller à l'entraînement aussi. Ou ça. Enfin, pour moi, le mental, c'est vraiment ce qui forge tout, en tout cas pour moi. Et je sais très bien qu'au premier signe où mon mental ne va pas bien, ça a forcément une répercussion sur mes performances, sur mon physique, sur comment je vais m'alimenter, sur comment je vais me voir, me percevoir, etc. Comment je vais me sentir au quotidien. Et aussi bah, même de ma digestion, hein. J'étais dans une situation
situation où je me sentais un peu enfermée après mon retour en France, etc., bah, comme par hasard, j'avais super mal au ventre. Et Mm. ma situation se débloque et comme par hasard, j'ai plus mal au ventre. Donc le corps, il parle, mais il parle pour la tête. Enfin, en tout cas, moi, mon corps, il parle pour ma tête, vu que des fois, j'ai un petit peu tendance à tempérer trop mes pensées parce que je me dis que je suis forte, que je peux tenir, que voilà, c'est de passage, etc. Mais maintenant, c'est bon. En fait, j'ai mes limites et je sais aussi plus percevoir certains signes. Et maintenant, j'en prends soin et j'agis tout de suite si vraiment je sens que mon mental, il fatigue, par exemple. Mais je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où pour moi, si le mental ne va pas bien, il y a rien qui suit derrière. Bah, tout comme la santé, tu vois, si on prend juste l'inverse, si j'avais dit le corps, bah, si le corps va pas bien, forcément le mental ira pas bien, parce que si on n'a pas la santé, globalement, on n'a absolument rien. Ouais, Si mais je vais te prendre un exemple. Moi, au niveau de ma rupture, oui, mon corps à l'instant T n'allait pas bien parce que je venais de subir une blessure. Mais en fait, ce qui m'a aidé à tenir, c'est de me renforcer au niveau du mental. Si le mental, enfin, j'ai eu ma période où mon mental, il m'a amené vraiment très très bas, bah ça n'a amené rien de bon. Par contre, mm, 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 un moment, à partir du moment où j'ai accepté la chose, le mental a repris le dessus et là, c'est ça vrai, allait beaucoup mieux. Donc pour je moi, suis c'est d'accord. vraiment le mental qui drive tout en fait. Mm, mm, mm. Non, en vrai, je suis assez d'accord là-dessus. C'est vrai que ton exemple est parfait là-dessus. Mais, euh, mais c'est vrai que, bah oui, si pour une personne qui a un problème de santé, c'est la tête qui va prendre le relais, évidemment. Mais il faut que le corps aille bien aussi Oui, bien pour aller sûr. bien dans son entièreté. Mais enfin, en soi, c'est un tout. Et c'est pour ça que ma vision de mon travail, de ma nutrition, de tout est assez holistique dans le sens où, pour moi, il n'y a rien qui est unifactoriel. Tout est Mm. plurifactoriel. Enfin, il y a tellement tout à comprendre des fois, on va avoir un ressenti particulier, ben, on va se rendre compte que ça vient de la digestion. Des fois, on va manquer d'énergie, puis on se rend compte qu'au final, c'est une pensée négative qui nous trotte dans la tête depuis une semaine. Enfin, en fait, tout est tellement lié que pour moi, c'est ça qui me fascine un petit peu dans la vie, entre guillemets, dans le sens où il y a tellement de choses à comprendre sur soi, sur les autres, sur ce qui nous entoure, et tout est tellement lié entre eux que pour moi, c'est essentiel de pas négliger ça. Mais par contre, si le cerveau est aligné avec ce qui se passe autour de soi, qu'on a conscience des choses, qu'on est aligné avec soi-même, qu'on a appris à se connaître personnellement, globalement, pour moi, on peut aller très très loin. Totalement d'accord avec toi. Donc ouais, mental, enfin, je l'ai trop expérimenté et j'ai bien vu hein, quand je le négligeais et quand j'en prenais soin et ça fait toute la différence. Ah mais oui, mais vraiment. Et en fait, si le mental ne va pas bien, après, c'est hyper facile d'alimenter ça Bien sûr, et parce de que rentrer dans on ce se crée une cercle-là. nouvelle identité avec une Exactement. mauvaise mentalité, Et ça, on c'est se crée une zone de confort dans le mal-être, etc. Mais bien et sûr, ça, c'est évidemment. quelque chose que je dis aux patients et je crois que tu me l'avais déjà dit, c'est très facile, de rester dans le mal, Oui. d'alimenter ça. Par contre, être heureux, c'est plus compliqué de l'alimenter. Mais déjà, il y a pas vraiment de définition d'être bien, d'être heureux, d'être performant, parce que quelqu'un de performant, il va forcément avoir des jours où il va être plus en forme que d'autres. Bah, être heureux, c'est pareil, il y a forcément des jours où tu seras plus heureux que d'autres. Ouais, mais c'est un peu, tu vois, je vais reprendre le parallèle au niveau de la nutrition. La personne va remettre de l'ordre dans sa nutrition. Elle va voir les premiers impacts et du coup, ça va alimenter le cercle vertueux où elle va vouloir continuer à mettre les choses en application. Donc, elle va alimenter ça. Quand on est mal, on a tendance à vouloir l'alimenter dans le sens on va écouter des musiques tristes, on va faire que râler. Tu vois, on va, Ouais. hum, on va rester dans ce mood-là. En fait, c'est tout, vraiment, ça fait tout. Si on a conscience de tout ce qui se passe dans notre cerveau et de l'impact que ça peut avoir dans nos choix, dans nos décisions, dans notre comportement, dans notre alimentation, dans notre sport, bah à partir de ce moment-là, on sait que c'est ça qui doit être priorisé et on sait que tout est extrêmement lié. Donc prendre soin de son alimentation, ça va aussi faire du bien au mental. Aller Mm. au sport et performer, etc., ça va aussi faire du bien au mental. Donc enfin, tout ne part pas du mental non plus, parce que moi, ma bonne mentalité, je l'ai aussi eue avec le fait de prendre plus soin de moi aussi avec le fait de m'autoriser plus de choses, etc. Donc ça, c'était du concret dans mon quotidien. Je me suis pas d'abord dit dans ma tête, ah, je vais essayer de voyager, ça me fera du bien à la tête. Non, je me suis dit, ah tiens, allez, je vais voyager, je vais changer de quotidien et d'environnement. Et en fait, je me suis rendu compte que ça a eu un impact énorme sur ma mentalité. Donc voilà, il faut savoir travailler un petit peu tout en quinconce et d'une façon propre à soi, évidemment. Mais ouais, s'il y a bien une chose à retenir de comment gérer les choses, que ce soit dans ses objectifs sportifs personnels, c'est que la tête doit être vraiment saine et que ça se travaille avec des bonnes habitudes, avec un bon entourage, avec une bonne connaissance de soi et avec le fait de oser faire les choses, de oser changer, de oser se remettre en question. Ça a été dur, hein, franchement,
de, m- de me dire, ok, j'arrête la force, ok, je reprends la force. Enfin, C'est super dur, hein. si je prends cet exemple-là, tout bête, bah, faut quand même se dire, bah, ok, je vais revenir un peu comme une fleur. Est-ce que, voilà, je vais pouvoir retrouver mon niveau? Enfin, il y a quand même toutes ces questions qui sont là. Et en fait, vu que mentalement, bah, déjà, j'étais détachée et que j'avais qu'une envie, c'était de reprendre une programmation un petit peu plus précise, etc. Je me suis concentrée sur ça et ça a eu que des impacts positifs. Et le corps a une bonne mémoire et quand on est aligné à soi, tout va dans son sens aussi, à peu de choses près. Donc, ouais, pour moi, tout est important de comprendre là-dedans. Parfait. Mais en tout cas, merci pour tes questions. Je le Bah, répète, avec mais cet plaisir. épisode, il a vraiment pour but d'inspirer, de questionner, d'intéresser et de se faire un petit peu une propre auto-analyse, je dirais, de soi, de ses objectifs, de comment déterminer si là on a besoin de lâcher prise ou si là on a besoin d'un protocole un petit peu plus carré, si on a besoin de se faire entourer ou non. En tout cas, moi, j'ai essayé de répondre un petit peu comme ça pour que mon expérience puisse t'aider, vous aider. Mais franchement, très intéressant. Dans tous les cas. Au niveau des podcasts avec Victoria, il y en aura minimum un par mois maintenant. Donc, je pense que ça fera plaisir à beaucoup de monde. Et surtout qu'on va pouvoir développer énormément de sujets un petit peu comme ça, soit avec l'actualité du moment, soit avec un thème qui nous tient à cœur. Mais en tout cas, on a vraiment pour projet de développer les longues discussions comme ça parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à dire et qu'on commence à avoir une sacrée expérience de par nos suivis, puisqu'on est à plus de 500 prises en charge maintenant. Vraiment, on est presque à 515 maintenant, donc ça Mm. avance bien. Et on vous remercie pour ça si jamais bah, vous avez sauté le pas d'un suivi avec nous. Mais en fait, tout ça, ça nous apporte aussi de plus en plus d'expérience, de plus en plus de connaissances, de plus en plus de motivation à aider encore plus de monde. Et si on peut le faire aussi de façon gratuite et disponible comme ça sur un podcast, bah, on le fait avec plaisir. Donc, encore une fois, pense à nous soutenir en likant cette vidéo. Mais ouais, moi, en tout cas, j'aime trop ces discussions-là parce que je pense que ça nous sert aussi un peu à toutes les deux, hein, soyons Oui, honnêtes. oui, 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 j'ai pris note. Donc, non, vraiment, merci de nous suivre dans cette petite aventure FP Diet, hein, on peut l'appeler comme ça. Mm. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur YouTube et à très bientôt, Victoria, pour une nouvelle discussion tout aussi enrichissante et intéressante. Bah, merci à toi.